Bonjour à tous. Waouh, désolé. Je touche plus. Allez, je me lance, je me présente. Donc Mathieu Lux, je suis développeur advocate à Zenica à Lyon. Je suis venu spécialement pour vous. Et je suis sweep sur les réseaux sociaux. Je m'étale pas. Zenica, c'est chouette, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, je suis là pour parler de Vanilla.js. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le JavaScript à la vanille, c'est du JavaScript sans framework. C'est un terme qu'on retrouve de temps en temps. Il y a même un site qui ont fait ce super logo tout moche. C'est fait pour. Mais j'ai envie de faire du JavaScript à la vanille, mais du JavaScript moderne. Donc en 2019, quand on fait des téléphones qui se plient, des trucs fous. Euh, alors, je commence par un petit disclaimer. Il y a des fans de Vanilla.js, il y a des gens qui disent que les frameworks c'est tout pourri. C'est pas mon cas. On va voir pourquoi j'ai fait ça, mais c'est pas le message, c'est pas de dire que les frameworks c'est de la merde. Et puis aussi, j'ai abusé des photos, mais vous le verrez bien vite. Alors pourquoi j'ai fait ça justement? Pourquoi j'ai fait du Vanilla.js? Alors le premier argument c'était pour m'amuser, parce que faire un projet perso une fois de temps en temps juste pour s'amuser, c'est super. Et je vous le conseille, ça détend beaucoup. Euh, et puis aussi pour retrouver le nord, c'est-à-dire que voilà, ça fait très très longtemps que je travaille avec les frameworks JavaScript et on en oublie un petit peu comment fonctionnent les navigateurs, comment ça fonctionne en dessous, comment les frameworks eux-mêmes fonctionnent. Et donc c'est pour retrouver un peu les navigateurs et savoir comment les manipuler en direct. Alors, il n'y a pas de bon jeu sans bonnes règles. Donc, quand je me suis décidé à faire du Vanilla.js, je me suis trouvé mes petites règles. Donc, la première règle pour assurer le Vanilla.js, c'est pas une seule ligne de code source externe au projet. 90% c'est facile, 100% parfois c'est drôle. Euh, alors, la version moderne, c'est un maximum de nouvelles normes parce qu'il faut quand même mettre un petit peu de sel dans tout ça. Et la dernière qui est devenue assez importante au fil du projet, c'était il faut que ça marche dans deux navigateurs, pas dans un mais dans deux. Alors je vous dis pas dans tous, mais dans deux. Je vous le donne en mille, ça a été Firefox et Chrome, comme c'est étonnant. Mais déjà il y a des différences. Ensuite, il faut un plan de bataille. Comment je vais aborder la problématique. Mon plan de bataille a été celui-là. De façon très simple, j'ai découpé en trois problématiques. Une, c'est le tooling, donc quel langage je vais utiliser, comment je vais découper mes fichiers, comment le navigateur va comprendre tout ça, etc. Le framework, c'est-à-dire que je vais faire un petit peu des composants quand même, dans quel cadre. Euh, donc j'ai pas de framework, mais je vais me créer quand même un petit contexte de framework pour faire mes rendus. Et puis à un moment, la logique, l'intelligence de l'application. Et parce qu'il y a un petit peu d'intelligence dans mon application, vu que mon prétexte a été de faire un 2048. Personnellement, les to-do MVC, j'en ai un peu marre. Du coup, j'ai fait un 2048. Je fais un rapide projection sur le fait que je spoil, j'y suis arrivé. Mais on va voir comment. On va voir comment. Alors, avec la première section, c'était le tooling, j'ai dit, donc j'ai pris des outils, voilà, c'était drôle. Euh, donc le premier bloc quand on fait du Vanilla.js, c'est déjà de s'occuper de son langage, quel niveau de langage je vais pouvoir utiliser, quel JavaScript je vais pouvoir utiliser. Et donc, comme toute bonne personne, je suis allé sur la référence absolue de la compatibilité JavaScript, à savoir le tableau de Kangax, qu'évidemment vous pouvez bien lire d'ici. Tout ce que vous pouvez, non, la seule chose que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un gros pâté vert au plein milieu, c'est vos navigateurs modernes. La première ligne à gauche, c'est IE. Donc grosso modo, ça a l'air de plutôt bien marcher. Donc je me suis dit, tout ce qui est transpilateur, TypeScript, etc., je vais juste faire du vrai JavaScript et ça devrait marcher. Du coup, est-ce que je peux juste virer le Babel que j'avais l'habitude pour que ça marche? Et la réponse est oui, on peut virer Babel, ça marche très bien dans vos navigateurs aujourd'hui. Sauf qu'il y a quand même un truc qui marche un peu différemment, c'est les modules. Euh,
les modules JavaScript, donc vous avez envie, moi en tout cas j'ai envie de coder comme d'habitude dans des petits fichiers qui s'importent les uns les autres. Et ça dans le navigateur, eh ben, c'est pas vrai, c'est encore frais. Donc quand un truc est frais dans un navigateur, on va voir le blog de Jack Archibald qui grosso modo fait la doc. Parce que la vraie doc c'est les specs et les specs c'est chiant à lire. Donc il nous explique comment ça marche et grosso modo on voit au milieu de l'article de blog qu'il faut mettre script type égale module, donc on ne va pas charger le script comme avant, on va lui dire, le navigateur, qu'on charge un script mais avec un fonctionnement particulier, avec un type égale module, et puis après ça devrait bien se passer. Il y a un truc moi qui m'a saoulé avec cette approche-là, c'est que moi je vais faire des petits fichiers de 10 lignes, parce qu'en plus je suis un peu extrémiste sur ma taille de fichier, je fais des tout petits fichiers, et avec les modules directement dans le navigateur, il va falloir qu'il charge le premier pour se rendre compte qu'il en a besoin de deux autres, en chargeant les deux autres, il va les lire, il va se rendre compte qu'il en a besoin de plus, etc. Et ça va faire des allers-retours. Alors, je vous cache pas que mon 2048 n'est pas le truc le plus performant de l'univers, mais quand même sur le papier, je trouvais ça pénible. Donc, j'avais envie de creuser une feature dont on m'a dit beaucoup de bien, mais que j'avais pas trop vu, à savoir le push HTTP2. Donc, remise en contexte, le HTTP1 historique, on envoie une requête pour avoir un document, on envoie une autre requête pour avoir un autre document, etc., etc. C'était pas top top. Bon, on a quand même l'HTTP2 qui est acquis depuis pas mal de temps dans les navigateurs. Là, c'est cool, il nous maintient la connexion, donc on gagne quand même pas mal de temps et pas mal de headers. Mais il faut quand même récupérer un document pour le lire, pour se rendre compte de ce qu'il y a dedans et télécharger les nouvelles ressources. Avec le push, on a une nouvelle feature qui est déjà là, mais qu'on ne se sert pas énormément, qui est de dire, bah, si tu me demandes l'index.html, je te pousse non seulement l'index.html, mais plein de ressources que je sais que tu vas avoir besoin pour utiliser l'index.html. Et comme ça, on coupe toute la problématique des allers-retours. Et ça m'a plutôt bien intéressé. Donc j'ai sorti mon node pour faire mon propre serveur HTTP2. Et là, bon, bah, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué l'HTTP2 quand même. Il y a 2-3 trucs à savoir, à débugger. C'est encore le push principalement, c'est encore un petit peu pénible. Je rentre pas dans les détails et je vous montre comment ça marche. Alors, j'essaye de vous illustrer un peu tout ce que j'ai vu. Alors, vous avez vu que l'application fonctionne. Je vais dans le code. Donc ça, c'est mon index.js, vraiment mon point d'entrée. On voit notamment que j'ai des imports et que ça, c'est envoyé directement au navigateur et que ça marche très bien. J'ai des arrow functions. Là, j'ai une petite arrow function de rien du tout, donc ça marche très bien dans les navigateurs. J'ai même une async function qui elle date de S 2017, donc c'est pas très très vieux, et qui elle aussi marche très bien dans les navigateurs. Je vous fais pas tout le code, mais pour dire que ça fonctionne. Mon index.html, bah vous voyez que j'ai utilisé le type égale module qu'on a vendu. Pour le push, maintenant, je vous montre mon serveur. Donc, je ne vous montre pas tout mon serveur, mais grosso modo, cette partie-là, au milieu, qui dit que quand je reçois une requête, je fais une méthode magique sur laquelle je reviendrai qui dit décris-moi la liste des fichiers à télécharger, à pusher. Je fais une boucle, je les pousse, tous. Et seulement à la fin, je lui donne le document qu'il m'a demandé. Donc, quand mon navigateur me demande le index.html, je lui envoie tout ce dont il a besoin. J'ai même mis un gros if autour, très drôle, qui dit que si tu ne me demandes pas l'index.html, je ne te réponds pas, comme ça je suis sûr que ça marche en push, ça ne peut pas marcher autrement. Bon, le seul défaut, c'est que je ne vous cache pas que pour savoir quoi pusher, il fallait faire un algo. J'ai pas une ligne de code source externe, donc quand il faut trouver tous les imports dans les fichiers, qu'on n'a pas de ligne de code externe, et ben on fait des regexp. Donc ça, c'est pas le truc le plus sympa, mais au final, ça a fonctionné. Du coup, je retourne dans les slides. Alors, 2-3 petites conclusions. Les modules dans le navigateur et le push, ça marche. C'est déjà dans vos navigateurs aujourd'hui, si on considère des navigateurs corrects. Mais c'est encore assez peu utilisé. Pour le moment, tout le monde va encore utiliser Webpack, tout le monde va encore faire un gros bundle avec un seul fichier.
et la plupart du temps, ils vont virer les imports. Mais ça peut déjà marcher. Un truc qui est compliqué avec le push, c'est là où j'ai fait mes regex, c'est comment deviner ce qu'il y a à pusher. Pour le moment, la plupart du temps, c'est des règles en dur dans la configuration Nginx, sauf que c'est pas du tout, ça va pas du tout vivre avec vos devs. Du coup, c'est encore assez peu utilisé également, malheureusement. Mais ça a le mérite de marcher et j'ai un truc qui, sur le papier au moins, est relativement performant. Du coup, je passe à la suite. Oui, alors illustrer framework, c'est compliqué, mais alors frame, c'est voilà, cadre, drôle. Bon, alors vous l'avez deviné, il n'y a pas grand secret. Quand on essaye de faire des composants web sans framework, on utilise la spec des composants web, Web Components. Donc, pour ceux qui, donc ça commence à avoir son temps. Donc, je rappelle rapidement. Donc c'est pas une spec, mais un ensemble de specs qui a vocation un petit peu à fonctionner ensemble. Donc la première, c'est les templates. Les templates, c'est simplement une nouvelle balise web template qui a pour fonctionnement très rigolo de rien faire. C'est-à-dire on met ça dans le DOM et il ne s'affiche rien. Mais ça a l'air bête, mais c'est très utile vu qu'après en JavaScript, on revient dessus et on peut s'en servir. Je m'en suis pas énormément utilisé de celle-là, mais je la cite. Ensuite, il y a les custom elements. Donc ça, c'est vraiment le cœur du bousin. Alors, je ne sais pas si c'est assez grand pour que vous puissiez lire, mais de toute façon, je ne vais pas tout détailler. Ce qui est intéressant à voir, c'est la première ligne. Moi, celle qui moralement me fait plaisir. Classe, ma classe, on s'en fout du nom, extends HTML element. Donc, on va définir une classe qui étend le concept même d'éléments HTML. Et je trouve que ça, c'est beau, ça me fait plaisir. Et donc ça va servir de contrôleur, vous l'avez deviné, ça va servir de contrôleur à votre composant. Donc c'est assez simple d'utilisation. Et une fois qu'on a défini cette classe, donc je ne vous rentre pas dans tout ce qui est tout ce qu'on a le droit de faire et pas faire et toutes les features à l'intérieur de cette classe. Et une fois qu'on l'a définie, on a une nouvelle API qui s'appelle customelements.define. Je te donne un nouvel élément custom. Faut lui donner un petit nom et la classe, et ça fonctionne. Toutes les balises qui auront ce nom-là vont automatiquement prendre ma classe comme contrôleur, et c'est pas plus difficile que ça, et c'est super cool. La troisième, c'est le Shadow DOM. Donc le Shadow DOM, c'est un concept qui n'est pas forcément lié au Custom Elements, mais qu'on va très souvent lier au Custom Elements, qui est de dire qu'on peut créer un nouveau nœud de DOM en dessous d'un parent, qui aura un comportement particulier. Et ce comportement particulier, il est principalement autour de l'isolation, c'est-à-dire que ce nœud de DOM sera isolé du reste du document. Et c'est particulièrement utile pour le CSS. Et pour la première fois, grâce au Shadow DOM, on peut avoir une zone de la page qui ne sera pas impactée par les règles CSS du reste de la page. Il y a plein de frameworks qui simulent ce truc-là, mais personne n'a vraiment pu le faire pour de vrai. Et maintenant, on l'a en natif. Donc on peut faire ça sur n'importe quel élément du DOM. Et la plupart du temps, on va le faire sur l'élément du DOM d'un Custom Elements pour coupler les deux features. Alors, ah tiens, un slide vide, ça c'était pas prévu. Voilà, merci. Alors j'ai mis tout ça en place et puis je me suis retrouvé devant un algo qui m'a fait très très mal aux fesses, qui était que j'avais mon 2048, l'utilisateur fait une action et puis j'ai ma logique qu'on verra plus tard qui me donne le nouvel état de mon jeu et il faut que je modifie mon DOM. Donc là c'est cool, j'ai des custom elements et tout, ça marche. Mais à un moment j'ai ma fonction qui dit il faut que je modifie le DOM pour aller de l'état d'avant à l'état d'après. Cet algo-là, il n'a pas marché pendant au moins 2 jours et il a fallu que je le refacto 3 fois pour arriver à le faire marcher. Je l'ai fait marcher, mais je n'étais pas content. J'étais comme ça. Du coup, je me suis intéressé au Virtual DOM. Donc, on m'a déjà fait la remarque, rien à voir avec le Shadow DOM. On ferme une porte et on en ouvre une autre. Donc, le Virtual DOM, c'est le nom un peu marketing qu'on trouvait React. C'est que à sa sortie, mais que d'autres ont implémenté depuis, qui était de dire on va faire un algo générique qui dit j'ai une vue à un moment donné, puis je calcule la nouvelle vue, et puis c'est un algo générique qui s'appelle un algo générique qui va faire
le passage de l'ancienne version à la nouvelle version et que c'est plus à nous, en tant que développeurs, de le faire. Et je me suis dit, moi, c'est dans mon 2048, c'est exactement ce que je veux. J'ai ma logique qui me génère, qui me définit ma nouvelle grille, et j'ai envie qu'un algo générique applique cette nouvelle grille. En plus, j'avais une difficulté particulière qui est que euh, un 2048, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de jouer sans les animations, vous ne pouvez pas. C'est impossible, c'est insupportable, vraiment. Donc l'algo bête qui est de je dégage toute ma grille et je recrée une nouvelle grille à côté qui marche, qui est facile à faire, y a plus, on perd les animations et c'est injouable. Donc il fallait que je fasse ça bien. Sauf qu'un virtual DOM dans React et tout, ça a l'air hyper compliqué. Et moi-même, j'étais pas bien sûr avant de me lancer, jusqu'à ce que je tombe sur un blog, donc il y aura le lien dans les slides si vous voulez, vraiment très bien, où il explique pas à pas comment ça fonctionne, et j'ai réussi à m'en sortir. Alors, rapidement, je montre 2-3 bouts de code. Donc je vais vous montrer un custom elements de façon totalement folle. Voilà, celui-là, pourquoi pas. Oh, j'ai peut-être pas pris le plus simple, mais tant pis. Donc on voit bien le class style extends HTML element et le custom elements.define. Je suis bien resté sur l'API officielle. Et puis au milieu, j'ai mon comportement et j'ai mon attached shadow aussi. Donc ça, c'est la partie shadow DOM qui est utilisée au constructeur. Rapidement, je vous montre aussi dans l'index.html, mon document est littéralement réalisé avec des balises custom que j'ai faites. Rapidement, le VDOM. Donc, pour mettre à jour mes tuiles, j'ai ma petite fonction qui calcule le nouveau template avec les nouvelles tuiles. Et à la fin, j'ai ma fonction render magic qui dit ça c'est mon nœud de racine, ça c'est mon nouveau template, démerde-toi. C'était exactement ça l'API que je voulais et je suis très content de l'avoir réussi. Alors après, je vous montre très rapidement l'algo. Grosso modo, tout est centralisé sur cette fonction récursive. En fait, un virtual DOM, c'est jamais qu'une fonction récursive avec en argument le nouveau nœud qu'on veut et l'ancien nœud qu'on a déjà. Et on va, pour chaque nœud, on va analyser est-ce qu'il y est plus, je le vire, est-ce qu'il n'y était pas avant et du coup je l'ajoute, est-ce qu'il y était déjà, et je fais une récursion sur les enfants de ce nœud. C'est grosso modo comme ça que ça marche. Et finalement, mon virtual DOM fait 113 lignes. C'était pas si impossible que ça. Alors, de mon point de vue, il y a des fanatiques des web components, mais de mon point de vue, les custom elements, pour y aller vraiment sans surcouche, faut aimer écrire du code quand même. C'est un petit peu verbeux. Un truc qui m'a pas mal étonné quand j'ai commencé, ça fait quelques temps que j'ai fait ce projet, les web components d'une façon générale, on a l'impression qu'on en parle depuis des années, c'est dans les navigateurs sans flag depuis quelques mois. Donc c'est encore assez frais. Par contre, une fois que c'est en place, le DOM est littéralement votre framework et ça c'est plutôt marrant. Un petit passage sur le VDOM, ça se fait. Je vous dis pas que c'était pas un peu compliqué de temps en temps, mais ça se fait. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que c'est vraiment un incontournable de la plupart des frameworks, en l'occurrence React et Vue, et c'est vraiment sympa de savoir un peu comment ça fonctionne en dessous. Et je vous rassure, le mien est un petit peu moins bien que le leur, mais quand même. Alors, la logique, j'ai plus beaucoup de temps, je vais y aller assez vite. Alors, moi, je suis un fanatique de Redux et autres frameworks de state management, donc je voulais le mien. Rappel de Redux en un slide, on sort la logique dans un store qui est en dehors de vos composants, et vos composants communiquent avec le store pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent afficher. Voilà, Redux en un slide. Dans 2 slides, il y a le pseudocode. C'est juste pour dire que c'est simple. Je ne vais pas tout détailler, mais faire un Redux, c'est plutôt simple. Le pseudocode est hyper simple à mettre en œuvre. Donc le repartir de zéro, c'était pas ouf.
parce que je suis un peu bête et qu'il y avait un peu le côté, il faut absolument que je bourre de nouvelles features. Je me suis dit, tiens, je vais le faire dans un thread. Les web workers, ça marche, on s'envoie des petits messages, c'est cool. Et donc, je l'ai mis dans un thread, ça marche. Et puis après, il y avait WebAssembly. Alors là, j'avoue, il y avait une petite notion de... J'avais très envie de le mettre sans avoir forcément le besoin absolu de l'avoir. Mais je l'ai fait quand même. Alors, pour rappel, WebAssembly, que je vais à partir de maintenant prononcer WASM, c'est un format donc binaire pour une VM. Je simplifie un peu ce qui est marqué. Ça, pour moi, c'est très très important cette notion-là, c'est de dire WASM a été pensé pour être une cible de compilation. C'est-à-dire que WASM n'est pas un langage et ne sera jamais un langage. C'est bien du binaire et le but c'est de coder dans un langage n'importe lequel et qu'il y ait une cible de programmation de ce langage qui puisse générer du WASM. Donc là, je me sens super puissant, j'ai la puissance dans mes mains, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Donc, une des utilisations principales, c'est quand on a besoin de vrai processing. Donc, dans mon cas, le vrai processing, c'est toute la logique folle d'un 2048. Et puis, accessoirement aussi, mais c'est une citation que je ne valide pas, de dire que le JavaScript est trop pourri pour supporter la logique incroyable d'un 2048. Mais passons, je l'ai mis en place, c'est tout. Il y a un truc rigolo quand on s'attaque à WASM, c'est de se dire, ouais, pour la première fois dans le web, j'ai le choix du langage, je dois choisir. Je ne sais pas quel costume mettre ce matin en partant, alors que moi j'ai toujours su, c'était JS. Alors bon ah oui, on passe par la petite étape, le petit site qui va bien pour savoir quels sont les niveaux de maturation des compilateurs vers WASM. Et puis on fait son choix. Donc là, d'aucuns pourra dire que j'ai été un peu con, ou un petit peu ambitieux, je ne sais pas. Donc forcément, je me suis collé deux langages pas forcément évidents qui sont Rust et Haskell. J'ai vraiment passé du temps à les apprendre parce que c'est aussi un des messages de WASM, c'est il faut apprendre un langage. C'est pas facile d'apprendre un nouveau langage. Donc j'ai eu mal à la tête. Non pas assez rapidement, mais j'ai fini par supprimer Haskell. Non pas parce que le langage est trop dur ou que j'admets que Haskell est trop dur pour moi. Non, j'admets pas. Simplement, le compilateur vers WASM est absolument instable. Je ne vous le conseille pas. Du coup, reste Rust. Alors, après avoir choisi le langage, il y a une problématique avec le WASM, c'est de faire le bridge entre le monde JavaScript et le monde du langage, et il faut faire des ponts. On fait littéralement des appels avec des données en JavaScript vers du Rust et réciproquement. Donc aujourd'hui, il y avait ce projet, mais quand j'ai commencé ce projet, c'était vraiment le début, il marchait pas bien. Et puis de toute façon, ça m'avait l'air d'être un petit peu de code externe au projet, donc j'étais pas content. Donc je l'ai pas utilisé. Du coup, je suis allé tout en bas et je lui ai dit littéralement l'outil de build de Rust, build-moi du WASM et je me démerderai avec ça. Et donc c'est comme ça que ça marche. Alors, j'ai plus de temps. Alors la démo, elle va être très rapide. Mais alors très 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 rapide. Grosso modo, alors je vous montre pas le Redux, c'est pas drôle. Ce que je vais vous montrer, c'est mon store qui importe mes scripts WASM ici. Donc si j'arrive à trouver mon répertoire WASM qui est là, on voit que je fais un WebAssembly.instantiate streaming avec mon fichier WASM que je fetch. Voilà, tout simplement. Par contre, il y a toute une couche de wrapper très très moche où je copie bit par bit mes strings à l'intérieur d'une zone mémoire pour faire le bridge avec le Rust. Parce que grosso modo, le WASM, il pense C et il pense zone mémoire. Donc le JavaScript, il faut lui remplir une zone mémoire pour pouvoir l'utiliser de côté WASM. Donc ça, c'était un petit peu roots. Heureusement que j'ai trouvé des exemples de code que j'ai réimplémentés, bien sûr, vu que je n'ai pas utilisé de code externe.
Ensuite, je ne vous présente pas le Rust. D'ailleurs, mon Rust, c'est très certainement du très mauvais Rust, vu que je ne suis pas un développeur Rust. Mais j'ai codé ma logique en Rust avec 2-3 fichiers comme ça. Du coup, ce sera tout. N'empêche que mentalement, dites-vous juste que le jeu que j'ai joué tout à l'heure en 2048, le positionnement d'une grille sur l'autre, c'est bien une logique Rust qu'il a calculée en dehors du JavaScript. Et ça, je trouve ça rigolo de se le dire. Quelques conclusions, le state management c'est toujours cool. Le Rust c'est compliqué, le JavaScript c'est bien finalement. Non, le WASM pour la scale ça marche pas bien. En fait, à l'heure actuelle de vraiment fiable, il y a le C, le Rust et le Go. Il n'y a pas énormément d'autres langages qui sont vraiment fiables pour utiliser en WASM aujourd'hui. Et que c'est encore un sujet hyper vaste. Dans le projet, si vous êtes curieux, vous pouvez trouver encore du service worker, du CSS variable, des CSS grid, mais j'ai pas forcément le temps d'en parler de toute façon. Et dernière conclusion, je me suis bien marré. Pour moi, c'est pas à faire dans un vrai projet, c'est plus pour s'amuser. Et le seul message que j'ai vraiment comme conclusion, c'est les nouvelles API qui arrivent dans les navigateurs aujourd'hui sont très bas niveau. Pour moi, ce n'est pas des API à utiliser principalement pour les développeurs, mais plutôt pour les frameworks, pour qu'ils fassent des trucs plus cool encore. Et ça, c'est bien, et les frameworks, c'est toujours bien. Tout le code est là, mais je remettrai le lien. Ça, c'est toutes les photos. Et merci à vous. Des questions? Bonjour, merci pour le talk déjà. Ma question c'est, tu es allé assez loin avec les web workers, le WebAssembly. Comment est-ce que tu aurais pu craquer encore plus dans l'expérimentation avec les nouvelles techno? Ça, c'est une fichtre bonne question. J'aimerais bien le savoir déjà. En fait, j'avais fait une première version du talk où j'avais pas encore le WebAssembly, donc je répondais de façon un peu simple le WebAssembly, mais je l'ai fait. Du coup, je sais pas, le CSS Grid, je m'en sers pas assez, mais ça gère pas les animations, donc comme je l'ai dit, un 2048 sans animation, ça pue. Du coup, je sais pas, je suis assez preneur. Bon, dans les trucs vraiment rigolos, il y avait joué au 2048 avec un gamepad, mais bon, voilà, c'est gadget, mais ça pourrait marcher. Sinon, je suis preneur. Merci pour le talk. En plus loin, je pense, tu peux peut-être, je sais pas si tu as joué avec les proxys JS. Ouais, c'est une feature. Alors, je sais pas où la caser, mais c'est une feature auquel il faudrait que je joue un jour. Ouais. Au lieu des réduceurs, tu fais juste des sets, des assignations. Ah ouais, ouais. J'étais un peu curieux de savoir la taille de ton projet. Est-ce que tu as regardé un peu en termes quelle quantité de JavaScript t'envoies? Parce que du coup, sans utiliser de lib, ça doit être relativement faible. Ah, il est très très léger, ouais. Alors après, j'ai pas fait de gzip vu le contexte de mon serveur HTTP. Oui, alors ça c'est le problème de mon truc, je l'avais déjà remarqué. Alors je sais pas si je suis pas un grand spécialiste de WASM à l'heure actuelle, mais mon bundle Rust fait 4 mégas 5, ce qui est pas top. Pas top top. Et le problème c'est que du coup mon site fait en tout 4 mégas 5 parce que le JS à côté il n'existe pas. Si je limite le JS, il fait 1,23 kg. Ah non, ça c'est juste le store. Bah alors. Bon bref, je pourrais mesurer, mais c'est pas fou, c'est sûr. C'est que les trucs chargés Ah avec oui. le import, ils sont en XHR peut-être ou non? Mais c'est parce que là, il me met que ce que j'ai téléchargé en direct, il met pas tout ce que j'ai pushé. Donc c'est pour ça, à mon avis, qu'il. Il n'y a pas moyen de les afficher, ces trucs-là? C'est curieux. Hein? Il n'y a pas moyen d'afficher les ressources qui sont push? Si, quand tu mets tout. Alors ça rentre dans autre? Ouais, ça rentre dans autre. Ah oui, Alors si je mets autre et JS, que je fais un JS, bon, il fait toujours 1 kg. Okay, Oui, merci. non, mais oui, c'est petit, oui.
Je ne porte littéralement que le poids de mon propre source code. Bonjour, merci Bonjour. pour ta présentation. Moi, j'ai juste une petite question sur une partie technique au début de ce que tu parlais sur le push justement. Ouais. Quand on appelle ton index et que tu renvoies du coup en push plusieurs ressources, Ouais. euh, qu'en est-il du coup d'éventuellement de la mise en cache de ces fichiers? En gros, si la personne les avait déjà, est-ce que tu sais ce qui Ouais. se passe dans ce contexte-là? Ouais, c'est une problématique à laquelle j'y ai pensé en tout cas. J'ai pas fait grand-chose, mais j'y ai pensé. S'il y a une vraie problème, enfin, si tu t'appuies sur le cache, effectivement, le push va détruire ce gain-là, vu que tu vas quand même pusher le truc. Ça fait de la bande passante quand même, quoi. Voilà. Ouais. Après, là dans mon cas, comme je m'appuie entièrement sur le push, si le mec me demande l'index.html, c'est qu'il n'a pas D'accord. le site. Donc à la rigueur, c'est pas gravissime. Puis après, il y a ce que j'ai pas montré et ce que j'active pas parce que c'est chiant d'avoir du cache pendant les devs, mais il y a aussi la question du service worker Oui. qui dirait que théoriquement, s'il a déjà la page, il n'a même pas besoin de me la requêter. Oui, d'accord, en effet. Voilà. Mais effectivement, il y a une question de cache. Et ce que j'ai pas eu le temps de dire, c'est qu'il y a une question de zip aussi. Zipper 10 fichiers d'1 kilo, c'est beaucoup moins efficace que zipper un fichier avec tout. Donc on y perd là-dessus. Merci. Bonjour, merci pour Bonjour. la présentation. Je voulais juste poser une question un peu plus d'avenir, entre guillemets. Est-ce que tu penses que les web components pourront un jour remplacer en fait les frameworks? Alors non, tel quel non. Je pense qu'il est possible que les frameworks utilisent les web components. Je pense qu'il est possible qu'on ait des frameworks en mode compilation qui utilisent les web components. Je doute que les web components deviennent jamais un standard enfin, l'API des web components devienne un standard pour toi écrire des sites web. Voilà. Ok, merci. Une dernière question. Non. Oh, Bon. Du coup, le buffet est servi. Il y a un... Ah, vous pouvez applaudir, oui. Merci.